suis très heureuse de vous retrouver ici à Marseille, dans les quartiers nord, pour parler d'un sujet qui concerne des millions de Français, le travail précaire. Ce sont des emplois en intérim, en CDD ou encore du travail caché rémunéré à la tâche. Ces emplois sont de plus en plus nombreux, mais surtout de plus en plus précaires et de plus en plus indignes. Ces travailleurs sont en fait pris dans un cercle infernal, puisque la pauvreté les pousse à occuper un emploi précaire qui les maintient en fait dans une forme de pauvreté. Alors, comment lutter contre la précarisation des travailleurs? Et puis, quel regard chrétien est-ce qu'on peut porter sur cet enjeu de la dignité dans le monde du travail? On en parle tout de suite avec nos deux chroniqueurs du jour, Martin Monti-Lalobi et Antoine Dédouis. C'est parti. Bonjour Antoine. Bonjour Claire. Bonjour Martin. Bonjour Claire. Merci à tous les deux d'être avec nous pour cet épisode. Antoine, vous êtes prêtre de la Mission de France, qu'on appelle aussi des prêtres ouvriers. Vous habitez dans Marseille, dans les quartiers nord, et vous côtoyez dans votre quotidien des travailleurs précaires. Dites-nous, qu'est-ce qui vous marque à leur sujet? Oui, en étant dans les quartiers nord, je côtoie des gens qui exercent un travail précaire. Je pense à des gens qui ont un long temps de trajet pour aller jusqu'à leur lieu de travail, des gens qui travaillent en horaire décalé, des gens qui exercent des travaux difficiles. Par exemple, dans des travaux de manutention, des gens qui travaillent dans les plateformes logistiques ou dans les plateformes d'appels téléphoniques. Et je suis marqué par leur courage et par leur résilience. Martin, vous êtes réalisateur de documentaires, vous co-animez le podcast Les Deux Pieds dans le Bénitier, vous avez collaboré à la revue Projet. Alors, en tant que journaliste, pourquoi les enjeux de précarité dans le monde du travail, ça vous intéresse ? Le travail est au cœur de plein de problématiques sociales, que ce soit la question tout d'abord du revenu. Est-ce que notre travail va nous assurer un revenu décent, mais aussi le lien qu'on a avec les autres, la place qu'on occupe dans la société et voir notre impact sur l'environnement dans lequel on vit. Et il y a un paradoxe, c'est que dans notre société valorise pas forcément très bien ceux qui ont un impact vertueux, et au contraire, il y a des emplois qui sont très bien rémunérés et qui ne sont pas forcément très vertueux. Donc moi, à titre personnel, j'ai plutôt à cœur d'essayer d'aller valoriser ceux que la société ne valorise pas. Eh bien, justement, valoriser ces travailleurs dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'objet de cette émission. On va en parler tout de suite ensemble. On va s'installer en plateau. Tout de suite, on y va. C'est parti. Dans son dernier rapport, l'Observatoire des inégalités révèle qu'1 million de travailleurs français aujourd'hui vivent avec moins de 1 000 € par mois et ont un emploi à temps partiel. Ce chiffre considérable est aussi en augmentation ces 20 dernières années. Alors Martin, je me tourne vers vous. Dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est qu'un travail précaire ? Vous l'avez déjà un peu évoqué dans cette introduction que vous venez de faire. D'abord, on pense à la question de la rémunération. C'est un peu la première chose qui nous vient. Voilà, vous parlez de 1 000 € par mois. En fait, avoir un faible revenu, un revenu qui nous met en fragilité économique, c'est la première caractéristique de ce qu'est un emploi précaire. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques, comme par exemple la question de la durée du contrat, la durée de l'emploi et cette incertitude sur combien de temps on va pouvoir garder ce travail. Il y a aussi les conditions de travail. Est-ce qu'on a une prise sur l'organisation, que ce soit individuelle ou collective? Là, ça nous rend aussi vulnérables par rapport à la décision de supérieur qu'on pourrait avoir. Ou aussi la question de la protection, que ce soit la protection sociale, mais aussi tout simplement la protection physique, dans quelles conditions on va travailler. Donc voilà, c'est des caractéristiques assez différentes, mais tout ça nous permet d'arriver à cerner ce qu'est un emploi précaire aujourd'hui en France. Ok, je comprends. Et concrètement, de quel type d'emploi est-ce qu'on parle exactement ? Malheureusement, il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être concernés par ce qu'est un emploi précaire. On pense d'abord aux emplois courts, via les CDD ou l'intérim, ou aussi les contrats saisonniers, par exemple, qui cumulent pas mal de choses, comme aussi la faible protection. Il y a aussi les temps partiels, d'autant plus quand ils sont subis. Mais aussi, on voit que notre société évolue et que de nouveaux types d'emplois apparaissent, qui sont des emplois qui sont payés à la tâche. Alors voilà, qui vient nous livrer notre nourriture, qui nous emmène à l'autre bout de la ville, ou qui maintenant on peut avoir quelqu'un qui vient faire le ménage ou des travaux simplement grâce à des applications. Et ça, c'est une nouvelle manière aussi de précariser encore plus l'emploi. Donc on le voit, Martin, le phénomène vraiment s'accélère et prend une ampleur considérable. Qui sont les Français les plus concernés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des profils qui se distinguent? Oui, aujourd'hui, le diplôme quand même protège de la précarisation de l'emploi, donc les gens qui sont peu ou pas diplômés. Les femmes sont beaucoup concernées par les temps partiels, notamment subis. Mais on peut penser aussi aux pré-retraités, parce que c'est compliqué quand on perd son emploi à 50, 55 ans, d'en retrouver un aujourd'hui. Ou aussi les étrangers qui cumulent différentes vulnérabilités. Les étrangers, les immigrés qui n'ont pas forcément de statut stable, vont être encore plus à la merci d'une exploitation ou de se voir proposer des travaux précaires.
On peut aussi penser aux jeunes qui, des fois, cumulent plusieurs petits boulots. Là, je pense à un jeune qui a deux boulots, là, un comme livreur et un boulot dans la manutention. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Et justement, je voudrais vous parler tout de suite de Younes. Il habite à Marseille. Il vient d'une famille modeste et il a très rapidement voulu travailler pour aider ses parents. Mais en manquant de confiance en lui, en manquant de compétences, en ne connaissant pas les codes du monde du travail, il ne savait pas comment s'y prendre. Regardez. La recherche de travail, elle était assez compliquée. Pour moi, c'était aller demander un service à une personne que je ne connais pas. C'était très, très, très dur de le faire pour moi. J'étais quelqu'un avant de très timide. Très timide et j'avais peur de faire beaucoup de démarches. Et du coup, quand j'appelais, je priais un peu pour que les entreprises ne répondent pas. Et quand ils répondaient, c'était c'était très bizarre parce que je disais « Allô, bonjour, je m'appelle Younes et je cherche une alternance ». Et il n'y avait aucune présentation, aucune structure. C'était très compliqué du point de vue de l'interlocuteur. Avoir les codes, c'est-à-dire vestimentaires, et aussi les codes professionnels. C'est quelque chose qui m'a fait défaut toute ma vie. C'est des trucs, ça paraît simple maintenant, mais à l'époque, c'était très compliqué pour moi d'assimiler tout ça. Antoine, on l'entend dans ce que dit Younes, en fait, avoir un travail précaire, ça vient s'ajouter à d'autres formes de vulnérabilité. Il y a ce qu'on appelle un cumul des inégalités. Oui, tout à fait. Je pense à différentes inégalités. Par exemple, le fait de ne pas avoir les codes, de ne pas bien connaître le système. On l'entend dans le témoignage de Younes, les codes vestimentaires, codes culturels. Il peut aussi y avoir la barrière de la langue, de ne pas être très à l'aise, de ne pas très bien savoir s'exprimer. Et on peut aussi penser au faible tissu relationnel, voilà, le fait de ne pas avoir beaucoup de réseaux, de ne pas connaître beaucoup de personnes qui peut mettre en difficulté dans la recherche d'un travail. Alors, comme chrétiens, comment pouvons-nous faire pour œuvrer pour la dignité de chaque personne humaine dans le monde du travail? On en parle avec nos chroniqueurs dans cette deuxième partie. Martin, pourquoi l'accès au travail pour tous est-il essentiel? Dites-nous. Je dirais tout d'abord parce que le travail est vraiment le lieu de la relation par excellence et qu'on est des êtres de relation en fait. C'est pas étonnant que la doctrine sociale de l'Église, qui est née sur des enjeux autour du travail, à la fin du XIXe siècle, en plein milieu de la révolution industrielle, le pape Léon XIII écrit la première encyclique sociale, Rerum Novarum, et depuis, l'Église n'a cessé d'interroger sa vision du travail et de placer la question de la relation au cœur de sa vision anthropologique. Si on regarde déjà ce que disait Léon XIII à la fin du XIXe siècle, il parlait de ces patrons qui écrasent des ouvriers sous le poids d'un fardeau inique, donc voilà, déjà des mots très forts. Et aujourd'hui, le pape François, par exemple dans son encyclique sociale Laudato Si, alors consacrée aux questions écologiques, parle du travail. Il dit que Dieu a placé les hommes dans le jardin à peine créé pour en prendre soin, pour le protéger, oui, mais aussi pour le cultiver et le faire fructifier. Donc on voit qu'il lie la question du travail à la question environnementale. Et dans le paragraphe juste après, dans l'encyclique, il définit le travail finalement comme tout ce qui transforme ce qui existe déjà. Oui, en fait, c'est une vision très large du travail que nous donne le pape François là. Oui, et je trouvais ça intéressant de commencer par élargir la vision du travail pour permettre de visibiliser tout ce travail invisible en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on dit qu'une personne qui ne travaille pas, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi rémunéré et elle est qualifiée dans les statistiques ou même dans le langage général comme une personne inactive. Alors qu'en fait, quand on n'a pas d'emploi, que ce soit choisi ou que ce soit subi, eh ben en fait, on va s'occuper de sa famille, on va pouvoir s'engager dans une association, on va pouvoir se consacrer à des projets personnels, collectifs, ou même, quand on n'a pas le choix, participer à une sorte d'économie informelle, mais qui fait vivre des familles, qui fait vivre des personnes. Et ben, tout ça, je pense que ça pourrait rentrer dans en fait, la définition du travail, en tout cas dans la définition que nous donne le pape François, c'est des activités qui permettent de faire fructifier la société, de faire fructifier cette planète aussi qu'on a reçue en cadeau. Alors déjà, je trouve qu'il y a une sorte d'injustice violente de vivre dans une société qui n'est pas capable de donner un emploi à tout le monde, mais en plus, on pourrait recevoir ça presque comme une insulte d'être considéré comme inactif, alors qu'on contribue d'une autre manière à améliorer le monde dans lequel on vit. Donc voilà, tout ça pour élargir cette vision du travail, pour dire qu'aujourd'hui, je pense, et d'autant plus dans cette situation où on traverse
un bouleversement écologique fort, on ne peut plus se limiter à simplement considérer le travail comme un emploi rémunéré, enfin voilà, un emploi dans lequel on louerait notre force de travail, qu'elle soit physique, intellectuelle, contre une rémunération pour une entreprise, une société qui viserait simplement la rentabilité financière. Je pense qu'il faut vraiment élargir cette vision du travail et le considérer comme une activité qui nous aide à prendre soin à la fois de la planète et des autres. Ok, Martin, et concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner d'élargir cette vision du travail ? Eh ben, si j'ai parlé du travail comme soin de la planète, des autres, c'est pas pour rien, c'est parce que voilà, le CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale, qui est une structure jésuite pour laquelle j'ai justement travaillé, a contribué à animer pendant plusieurs années tout un processus de recherche-action avec des institutions du monde entier sur la question de qu'est-ce que serait ce travail après Laudato Si. Et la question du soin est ressortie, et avec vraiment cette volonté de changer presque le paradigme dans lequel on est, et de se dire que voilà, le travail doit avoir une autre place dans la société. Je peux donner peut-être quelques dimensions très rapidement, mais la question il parle du travail dignifiant. Le travail dignifiant, ce n'est pas simplement un revenu digne, c'est ça, mais c'est aussi grandir en dignité grâce aux relations qu'on tisse. Oui. Et donc ça, c'est une invitation à se dire que le travail, par essence, en fait, est collectif, et donc réinjecter de la coopération dans le monde du travail plutôt que de la compétition, ça, c'est un axe fort, parce que voilà, collectivement, on crée de la valeur, on crée de la richesse qui ne doit pas être simplement accaparée par ceux qui ont le pouvoir dans les entreprises ou ceux qui sont les actionnaires. Oui. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à voir le travail comme finalement une finalité vers le bien commun, et se dire que tout ça nous lie à une espèce de communauté de destin pour faire perdurer la société dans un monde qu'on souhaite le plus durable possible. Antoine, d'un point de vue spirituel, le travail, c'est l'occasion aussi de collaborer à l'œuvre de Dieu. C'est en tout cas ce que nous dit la Genèse. Oui, le deuxième récit de la création dans la Genèse commence en disant qu'il n'y a pas d'herbe qui pousse sur la terre, car il n'y a pas encore d'être humain. Dieu a créé une terre à travailler, une terre à cultiver. Il n'a pas créé un produit fini, quelque chose de prêt à l'emploi. Et Dieu compte sur l'être humain pour travailler la terre, pour la cultiver. D'ailleurs, c'est le même mot en hébreu, avad, pour travailler la terre, cultiver la terre et servir Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu, à travailler et cultiver la terre pour transformer le monde selon le projet de Dieu, à œuvrer à l'accomplissement de la création. Donc, je comprends que le travail, c'est un lieu pour transformer le monde. Le travail, c'est aussi le lieu de la relation aux autres, Antoine, notamment les plus exclus, les plus petits de la société. Oui, toujours dans le chapitre 2 de la Genèse, un peu plus loin, après la création de l'être humain, Dieu le place dans le jardin et l'invite à cultiver la terre, à garder la terre. Voilà, cette invitation à préserver la terre, à la garder, on peut y voir un écho au chapitre 4 de la Genèse, avec l'interpellation de Dieu à être le gardien de son frère. Qu'as-tu fait de ton frère ? J'y vois un lien entre garder, cultiver la terre et garder son frère, sa sœur. Le travail, finalement, c'est le lieu en même temps de prendre soin de la terre et prendre soin de son frère, de sa sœur, en particulier des plus exclus. Antoine, à la messe du dimanche, pendant l'offertoire, on apporte le fruit de la terre et du travail des hommes. C'est la phrase qui est prononcée par le prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, quand je dis cette phrase en célébrant la messe au moment de l'offertoire, je suis habité par ce que j'engage dans mon travail. Voilà, au moment de l'offertoire, en disant cette phrase, on rassemble la dynamique qui est vécue dans nos vies, où le travail occupe une place très importante. Voilà, d'abord, une vie reçue de Dieu, c'est la création, une vie engagée par le travail pour œuvrer à la transformation du monde, et une vie transfigurée par Dieu pour que nos vies soient unies à la vie de son Fils. Voilà, c'est ça qui est vécu au moment de l'offertoire. Et pendant l'Eucharistie, on rend grâce pour cette vie reçue, pour cette vie engagée et pour cette vie transfigurée. Donc c'est le moment de la messe où on peut confier notre métier particulièrement ? Oui, on peut confier tout ce qui fait nos vies au moment de l'offertoire pour le présenter à Dieu avec le pain et le vin, fruit de notre travail, et en particulier notre travail. Merci beaucoup. Alors nous l'entendons, le travail est au cœur de chacune de nos vies et nous avons la possibilité d'œuvrer, de nous mettre en action pour qu'un travail digne soit assuré à chaque personne humaine. Comment fait-on ? Quels sont les leviers d'action ? On en parle tout de suite dans cette troisième partie. Nous allons maintenant retrouver Younes. Après quelques années difficiles, le jeune homme a rencontré l'association marseillaise Massa Jobs. Il a été accompagné pendant plusieurs années par Benoît, qui fait partie de l'association. Et vous allez le voir, son parcours est spectaculaire. Aujourd'hui, Younes est un commercial épanoui et très fier. C'est un reportage de Mélissa Bransard et de Laurent Sarawi.
MassaJobs est né d'une réponse à une demande des habitants, et notamment des parents, des enfants qui côtoyaient la maison Bernadette. Et de fait, les parents demandaient si eux aussi pouvaient être accompagnés, notamment dans des démarches d'emploi. Le premier rendez-vous, on passe du temps pour faire connaissance avec les gens. Puis après, on rentre dans le vif du sujet. On commence par parler de leur objectif de l'accompagnement. Et on essaye d'être le plus concret possible, d'être le plus précis. C'est à quel moment ils se diront « Bon, bah, j'ai plus besoin de Paul, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, j'ai obtenu quelque chose. » Tu avais déjà eu des notions de ressources humaines dans ta licence? Oui. Et même, j'aurais peut-être parler du service civique aussi. C'était de Ouais. l'accompagnement. Du coup, je m'étais en recherche d'alternance pour mon master MDO, parcours RH. Ok. Comme ça, t'as RH qui apparaît. Ça te va, ça? Mais comment on peut le centrer? Le BTS, ouais, il fait une année. Oui, BTS, licence, et puis après... ok. Ah, j'ai de la bouteille quand même, si c'est ta question. Avec Benoît, chaque jour, on se donnait une mission, un objectif à faire. Et après, je demandais naturellement aux entreprises, j'appelais les entreprises. Quand je voyais des entrepreneurs lors des déjeuners réseau, tout, etc., je n'hésitais pas à aller les voir, à donner mon CV. J'ai fait un travail sur moi et ça a payé. Il se mettait en retrait, et maintenant il est capable de se mettre en avant. Il a quand même aujourd'hui il est commercial, donc c'est quand même quelque chose, c'est un métier de tchatch, de rencontre, où vraiment il faut qu'il sorte de lui pour aller à la rencontre de l'autre. Et ça, je pense qu'il a su le faire et qu'il sait bien le faire maintenant. Ils font les déjeuners réseau. Ils font des déjeuners avec des entrepreneurs. Et après ces déjeuners-là, peut-être tu peux rencontrer des gens. Ce serait bien que tu vas aller voir, hein, tu dois expliquer ton projet, c'est bien. Je vais leur dire, mais là, pour l'instant, comme je cherche... On est en fait dans des quartiers qu'on pourrait appeler des hotspots de vulnérabilité, ou qui concentrent plusieurs vulnérabilités qui sont liées. Et du coup, nous, on a décidé d'être très proches, en proximité, en pied d'immeuble, dans les quartiers, pour aller à la rencontre de ces personnes-là et pour retisser le lien de confiance entre ces habitants et éventuellement les institutions. Ce que m'a appris Benoît m'a toujours dit de faire un travail, pas forcément pour l'appât du gain, mais un travail où je sois digne, fier et heureux de le faire. Il m'a dit, tu peux courir derrière une carrière, faire les meilleures écoles, tu gagnes des millions d'euros, mais tu sais que tu n'es pas heureux, que si tu serais, je sais pas moi, caissier à Carrefour, parce que tu parles avec les gens, tu rigoles toute la journée, tu travailles, tu aimes ce que tu fais, et ben tu vas travailler caissier à Carrefour. C'est pas forcément la classe sociale qui définit un peu le travail digne, c'est surtout toi ce que tu as envie de faire. Toi ce que tu as envie de faire, tous les travails sont respectables, mais c'est toi ce que tu as envie de faire et dans qu'est-ce que tu te sens épanoui. Martin, qu'est-ce que ça vous inspire, ces belles images? Ce que je trouve très inspirant, c'est qu'ils cherchent aussi à donner du sens. Ce n'est pas une association qui cherche à tout prix à insérer, à caser ces jeunes dans le système tel qu'il est aujourd'hui, mais à leur faire prendre conscience que c'est aussi parce qu'ils vont donner du sens à leur travail qu'ils vont être heureux, épanouis, et ça se sent dans les témoignages de ces jeunes. En tout cas, on entend que Younes, on sent que Younes, c'est un garçon qui a dû s'ouvrir grâce à tout ce processus d'accompagnement. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie richesse. Antoine, qu'est-ce qui vous marque? Ce qui me touche, c'est que vraiment, MassaJobs, ils sont implantés dans la maison Bernadette, au cœur de la Cité des Lauriers, en contact avec les gens. Et j'ai aussi été marqué par l'écoute et la relation de confiance qui se tisse entre la personne qui accompagne, la Benoît, et le jeune qui est accompagné, Younes, et comment Benoît aide Younes à grandir, à déployer ses talents et ses capacités. Oui, c'est marrant quand il dit « Ah, en fait, j'ai de la bouteille », il se rend compte lui-même par le processus, en faisant son CV, j'imagine qu'en fait, il a de la valeur. Ouais. Et Benoît est comme un révélateur de ce que Younes a comme potentiel. Oui, justement, les accompagnateurs de MassaJobs, on les appelle les révélateurs de talent. Alors là, Younes est jeune et il a été très bien accompagné, mais Antoine, dans nos paroisses au quotidien, on côtoie aussi beaucoup de travailleurs, parfois précaires, on l'imagine, mais sans forcément le savoir. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu là à redévelopper du lien ou à être plus attentif à ceux qui nous entourent?
C'est vrai qu'en paroisse, je pense qu'on n'est peut-être pas toujours suffisamment attentif à ce que vit l'autre, ses précarités, ses galères. Et c'est important de jouer ce rôle de révélateur, de s'intéresser à l'autre, de tisser des liens. Et en particulier pour ce qui est de la précarité dans le monde du travail, voilà, par des petits groupes peut-être d'échange ou dans les relations simples, de s'intéresser vraiment à ce que vit l'autre en communauté, d'apprendre aussi à se soutenir, à être solidaire et faire jouer ses contacts peut-être. Inviter, se montrer ouvert à accueillir les gens aussi dans nos paroisses, dans nos communautés. J'ai pu interviewer plusieurs personnes en précarité sur leur foi, leur place dans l'Église. Et quelque chose qui revenait systématiquement, c'est qu'elles n'osaient pas passer la porte de l'Église ou qu'elles se mettaient au fond. On a parlé plusieurs fois dans cette émission, dans le reportage, des multiplications des vulnérabilités qui se cumulent. Et ben en fait, voilà, la perte de confiance en soi, c'est aussi quelque chose qui n'aide pas. Tendre la main pour essayer de dépasser ça, ça me semble très important quand, en tout cas, on en a la capacité. Ouais. Martin, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre levier d'action qui serait de faire attention à notre manière de consommer aujourd'hui? Je pense aux livreurs Uber Eats dont vous parliez tout à l'heure, voilà, ou à d'autres formes de consommation. Il y a un enjeu ici, non? Oui, il y a un enjeu, c'est sûr. Alors, bon, je suis toujours prudent quand il s'agit d'injonctions sur la consommation. Mais en tout cas, moi, quelque chose que j'essaie de m'appliquer et que d'autres peuvent faire, je pense, c'est comment est-ce qu'on consomme peut-être moins, mais mieux. Parce que c'est sûr que si on cherche à acheter des choses qui sont, par exemple, produites en France ou produites dans des conditions dignes, respectueuses du droit du travail, bah, au final, elles auront sûrement un coût plus cher, que ce soit voilà, les vêtements, les objets manufacturés ou même l'alimentation. Mais derrière, on sait voilà, que Antoine, vous parliez de prendre soin de la terre, prendre soin du frère, de la sœur. Ben, on sait qu'à travers cet achat, c'est aussi une manière de prendre soin et de respecter le travail de ceux qui ont été faits. Voilà, donc ça a un coût, hein, c'est évident. Donc on ne peut pas comme ça en faire une injonction, mais au moins une invitation à réfléchir comment on consomme moins, mais mieux. On le voit, hein, on l'a dit, c'est quand même un enjeu très complexe, cette question du travail précaire. Au niveau politique, au niveau national, Martin, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour que ça bouge? Je pense qu'on ne peut pas faire une émission sur le travail, d'autant plus sur le travail précaire, sans parler des syndicats. Je pense qu'ils ont un rôle essentiel. Et la position de l'Église a évolué sur les syndicats depuis Rerum Novarum, que j'ai cité jusqu'à aujourd'hui. Mais clairement, aujourd'hui, l'Église défend le rôle des syndicats. Et je pense qu'elle a raison de le faire. On a vu ces dernières années, enfin en tout cas en France depuis un certain temps, il y a énormément de réformes qui concernent le droit du travail ou la protection sociale, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit la réforme de l'assurance chômage, que ce soit les différentes successions lois de travail qu'on a eues. Et à chaque fois, les syndicats étaient peu écoutés, peu consultés, et je pense que c'est une grave erreur. Je pense que pour une démocratie qui fonctionne bien, on a besoin de corps intermédiaires forts, et donc ça passe autant par nous en tant que travailleurs, travailleuses. Quel lien on a avec les syndicats et est-ce qu'on vient nourrir aussi ces actions collectives? Mais aussi, bon, là, ça relève plus des décideurs, mais à quel point est-ce qu'ils écoutent ou non les syndicats? Antoine, en décidant d'être près de la Mission de France, vous avez voulu, vous, côtoyer les personnes un peu en bas de l'échelle, les plus petits de la société. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à nous donner? Ce qui me semble important, c'est dans chaque décision qu'on prend, dans chaque action qu'on fait, de partir de la base des impacts que ça aura sur les personnes qui sont en bas de l'échelle. Par exemple, dans l'organisation de mon travail, en entreprise, comment les gens seront impactés, ceux qui sont en bas de l'échelle, parce que je fais, mais aussi en paroisse, dans les associations, ou aussi dans ma manière de consommer. Voilà, quel impact a ma consommation sur les personnes qui seront en bas de l'échelle. Veiller à l'impact sur ces personnes. Merci beaucoup, Antoine, Martin, d'avoir été avec nous pour cet épisode sur le travail précaire. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir suivis dans cet épisode. Et je vous dis à très bientôt dans Génération Laudato Si'.